Salut à tous, nous sommes en probabilité et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux variables aléatoires ainsi qu'aux lois de probabilité. Alors, je rappelle pour commencer rapidement ce qu'est une variable aléatoire en proba. Définir une variable aléatoire, c'est associer un nombre à chaque issue d'une expérience aléatoire. Je prends une paire d'exemples à l'oral. Si par exemple je jette un dé à 6 faces, un dé tel qu'on le connaît, eh bien, je peux appeler x la variable aléatoire correspondant au résultat du dé. J'ai clairement défini une variable aléatoire, c'est tout simple. Voilà, je jette un dé et je dis soit x le résultat affiché. Voilà un premier exemple. Exemple suivant. Imaginons que je joue 10 fois de suite à un jeu. Évidemment, à chaque fois que je joue, je perds à ce jeu ou je gagne. Je joue 10 fois de suite au même jeu. Eh ben, je peux dire soit x le nombre de victoires après avoir joué 10 fois. J'ai défini une variable aléatoire. Ici, ma variable aléatoire x, c'est le nombre de victoires. Donc maintenant qu'on a rappelé rapidement ce qu'était une variable aléatoire, il faut savoir qu'il y a deux types de variables aléatoires en proba. Il y a des variables qu'on appelle discrètes et des variables qu'on appelle continues. Alors une variable discrète, c'est quoi? C'est une variable qui ne prendra qu'un nombre fini de valeurs. Les exemples que je vous ai donnés il y a un instant sont des exemples où j'ai défini des variables aléatoires discrètes parce qu'à chaque fois, il n'y avait qu'un nombre fini de valeurs. Contrairement à une variable continue, où une variable aléatoire continue est une variable aléatoire qui va prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Je vous cite un autre exemple à l'oral. Si je génère, c'est-à-dire si je détermine d'une manière complètement au hasard un nombre réel dans l'intervalle 0, 1, voilà, si je génère au hasard un nombre réel dans l'intervalle 0, 1, et si j'appelle x le résultat qui va être affiché, la variable x peut prendre une infinité de résultats, une infinité de valeurs, puisqu'il y a une infinité de nombres réels dans l'intervalle 0, 1. Il y a 0,1, évidemment, il y a 0,2, 0,3, mais pas seulement. Il y a aussi 0,524, il y a 0,6278, etc. Bon, je peux mettre plein de décimales après. Il y a même pi sur 10 d'ailleurs, voilà, pi sur 10, hein, c'est pas un nombre décimal, pi sur 10. Bon, il y a une infinité en tout cas de nombres réels dans l'intervalle 0, 1. Donc la variable aléatoire x ici prend une infinité de valeurs dans l'intervalle 0, 1. C'est donc une variable aléatoire continue. Alors, une fois qu'on a bien fait la distinction entre ces deux types de variables aléatoires, les variables discrètes d'un côté et les variables continues, on aime bien trouver la loi de probabilité qui se rapporte à cette variable aléatoire. Alors, autre petit rappel, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi une loi de probabilité? En clair, c'est associer, c'est déterminer toutes les probabilités des différents résultats que peut prendre la variable aléatoire. On va faire des exemples, vous avez deux exemples à l'écran, on va en parler. Mais en tout cas, une loi de probabilité, ça revient à déterminer les probabilités des différents résultats que peut prendre la variable aléatoire. Alors, il y a deux types de lois de probabilité, comme les variables. Si la variable aléatoire est discrète, alors la loi de probabilité s'appellera une loi discrète. Et si la variable aléatoire est continue, la loi de probabilité sera continue. C'est facile à comprendre. Donc, il y a vraiment deux grandes catégories. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Donc, dans cette vidéo, vous avez à l'écran deux exemples. On va les détailler. On va s'intéresser à l'exemple de gauche, qui est un exemple où la variable ici sera une variable discrète. Et après, on fera l'exemple de droite, où il y aura une variable continue. Alors, je vous explique d'abord l'exemple de gauche. Donc, on est dans la loi discrète. Vous avez une urne avec une dizaine de boules. Des boules qui ont différents numéros. Il y a des boules numérotées 1, des boules numérotées 2 et des boules numérotées 3. On pioche une boule au hasard.
et d'une manière complètement équiprobable. C'est-à-dire qu'ici, l'urne, elle est opaque, les boules ont la même taille, elles sont indiscernables au toucher. Bref, chaque boule a la même probabilité d'être tirée que sa voisine. Voilà. Donc, on part de l'hypothèse que l'expérience est complètement équiprobable. Et dans cette urne, on pioche une boule, une seule boule. Et je vais appeler x le numéro qui est pioché. Je viens donc de définir une variable aléatoire. Voilà, pour moi, la variable x, c'est le résultat du numéro qui est pioché. C'est le numéro pioché, tout simple. Alors, première petite question, quelles sont toutes les valeurs que peut prendre x ici? C'est pas bien compliqué, hein. Il y a 3 numéros différents. Je peux piocher une urne numérotée 1, ou une urne numérotée 2, ou numérotée 3. Donc x ne prend que 3 valeurs différentes. On est bien dans le cas d'une variable discrète. Maintenant, on va calculer la probabilité de tirer une boule numérotée 1, puis une boule numérotée 2, puis une boule numérotée 3. En gros, on va dresser la loi de probabilité de la variable x. Puisque je vous ai dit, la loi de probabilité, ça consiste à trouver toutes les probabilités de tous les issus. Alors, dans le cas d'une loi discrète, quand la variable est discrète, la plupart des lois de probabilité vont se présenter sous forme d'un tableau. Donc, je vais le faire tout en bas à gauche. On fait le tableau suivant. Un tableau à 2 lignes. Dans la première ligne, on met toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Moi, je vais les mettre tout de suite. C'est 1, 2 et 3. Et dans la deuxième ligne, je vais mettre les probabilités qui correspondent à ça. Donc, on note comme ceci. Et donc, on va les calculer. Alors, d'abord, la notation. Vous savez, je vais mettre en gris. Ce que je vais mettre ici, ça correspond à P de x égale 1. Voilà, là, P de x égale 2, etc. Et on va calculer ces probabilités-là. Voilà. Alors, pour les calculer, je vais faire un peu de place ici pour calculer P de x est égal à 1, par exemple. C'est pas bien compliqué, on est pratiquement au niveau seconde, peut-être même niveau collège. Allez, pour calculer P de x est égal à 1, je l'écris ici. Je pioche qu'une seule boule, une parmi les 10 qui sont dans l'urne. On est dans une expérience équiprobable. Eh bien, vous connaissez la formule. On va utiliser la formule qui consiste à faire le rapport du nombre de boules favorables sur le nombre de boules totales. En d'autres termes, c'est la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Donc, je le mets comme ceci. Donc, le nombre de boules qui correspond à P de x est égal à 1, en fait. À x est égal à 1. Donc, ici, on va compter le nombre de boules qui vraiment correspondent à x égale 1 sur le nombre de boules au total. Voilà, j'ai écrit la formule d'une manière un peu abrégée. Voilà un nom, elle s'appelle la loi de la place, mais c'est vrai qu'on n'utilise plus trop ce nom-là. Enfin, en tout cas, moi, je n'entends pas trop souvent. Donc voilà, j'utilise la formule nombre de boules qui m'intéresse. Donc ici, le nombre de boules numéroté 1 sur le nombre de boules au total. Et bien, je compte, il y a 3 boules numérotées 1 sur combien de types de boules au total? 10. Donc P de x est égal à 1 est égal à 3 dixièmes. Voilà. Et je fais pareil. P de x est égal à 2. Allez, P de x est égal à 2. Je vais effacer cette fois-ci le 1, le résultat, et je vais mettre 2. Et bien la formule, ça va être le nombre de boules numérotées 2 en haut. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Sur le nombre de boules toujours au total. 5 sur 10. Voilà, je complète mon tableau. Et dernière probabilité, P de x est égal à 3. Allez, c'est le même procédé. Voilà. Allez, en haut, le nombre de boules qui correspondent à 3. Donc, le nombre de boules numérotées 3. Il y en a 2. Ce sont les boules bleues ici. Sur le nombre de boules au total, toujours 10. On a donc 2 dixièmes. Le tableau est complet. Et bien, ce tableau-là, je l'entoure en rouge. C'est la loi de probabilité de la variable x, puisque ça me donne toutes les probabilités de tous les issus, de toutes les valeurs que peut prendre x.
Vous savez que quand vous ajoutez tous les nombres qui se trouvent dans la deuxième ligne, quand vous ajoutez toutes les probabilités, vous devez obtenir 1. Toujours, on doit toujours obtenir 1. Voilà, ça c'est le cas d'une variable aléatoire discrète. Alors, je ne rappelle pas tout dans cette vidéo, vous savez qu'il y a certaines lois de probabilité, dans la partie toujours discrète, où on ne présente pas ces lois sous forme de tableau, parce que ces lois ont des noms et même des formules qui permettent d'aller un peu plus vite. Je pense à la loi binomiale. La loi binomiale, ça correspond à une variable aléatoire discrète. Eh bien, on ne présente pas la loi binomiale avec un tableau, parce que ça peut être long, mais il y a une formule qui permet de calculer les probabilités quand la variable suit la loi binomiale. Ça, j'avais fait une vidéo pour expliquer ça, je ne réexplique pas dans cette vidéo. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'autre exemple. Que se passe-t-il quand la variable aléatoire est une variable continue? Et donc, comment on va déterminer la loi de probabilité continue associée à x? Alors dans cet exemple, je vous propose le jeu suivant. J'ai fait un repère, j'ai fait un petit croquis avec un repère et je vous ai tracé une cible. Donc c'est ce qu'il y a en jaune. Voilà, il y a une courbe ici rouge et la cible, c'est la surface jaune qui est entre l'axe des abscisses et la courbe rouge. On va lancer une flèche sur la cible. Complètement au hasard, la seule certitude, c'est que la flèche va toucher la cible. Donc elle peut par exemple toucher la cible ici. Allez, ici. Voilà, je lance la fléchette. Elle touche la cible, mais tant qu'elle la touche ici. Et je vais appeler x la variable aléatoire qui correspond à l'abscisse du point d'impact. Donc je vais faire ce segment-là. Et le x, en fait, il va être ici. Voilà. Bon, ben, je viens de définir clairement une variable aléatoire. Je répète, j'ai une cible, je lance une flèche sur la cible, elle touche la cible, c'est sûr, mais je la lance au hasard, donc elle tombe n'importe où dans la cible. Elle tombe dans un point d'impact que j'appelle P, et je m'intéresse à l'abscisse du point d'impact, et ben, je vais appeler X l'abscisse du point d'impact. J'ai donc bien déclaré une variable aléatoire. Alors, première question, quelles sont toutes les valeurs que peut prendre x ici dans mon schéma? Ben, x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Et partons du principe que le point d'impact n'a pas d'épaisseur, on va rester en maths, un point n'a pas d'épaisseur, ben, en fait, x peut prendre une infinité de valeurs dans l'intervalle 0, 1. On est donc dans le cas où x est une variable aléatoire continue. Et je peux dire, voilà, ben, x appartient à 0,1, mais prend une infinité de valeurs. Alors maintenant, on va tenter de dresser la loi de probabilité associée à x. Première chose, cette loi de probabilité, elle est vraiment dans la grande famille des lois continues. On est dans l'exemple de droite. Alors je pourrais m'inspirer de ce que j'ai fait à gauche. Après tout, je pourrais garder la même logique, mais il va y avoir plusieurs problèmes et des différences aussi. Si je faisais le tableau comme ce que j'avais fait tout à l'heure, je mettrais donc un tableau avec x ici, et je mettrai dans la première ligne toutes les valeurs que peut prendre x. Donc je complète ma légende, en dessous je mettrai les probas, voilà. Et ici, je vous montre un orange où je suis, voilà, ici. Et ici, je vais mettre toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Mais le problème, c'est que puisque x est une variable continue, ben, elle va prendre une infinité de valeurs. Donc mon tableau, il ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir mettre une infinité de nombres dans la première ligne. Et encore moins calculer toutes les probabilités, puisqu'il va y en avoir une infinité. Donc, première remarque importante, quand une variable aléatoire est continue, pour dresser sa loi de probabilité, je ne vais pas pouvoir la présenter sous forme de tableau. En tout cas, pas comme je l'avais fait précédemment. Bon, c'est une première grosse différence. Alors, on va quand même s'amuser à calculer les probabilités. Voilà. Alors, on va calculer la probabilité suivante. On va, allez, je vous l'écris, calculer
la probabilité que x soit entre, je vais dire, 4 et 5. Voilà, la probabilité que x soit entre 4 et 5. Si je m'inspire un peu de la formule ici, voilà, quand j'étais dans la boîte discrète, j'avais utilisé la formule pour calculer les probabilités. J'avais utilisé la formule, nombre de cas favorables, nombre de cas total. D'ailleurs, je vous fais rapidement un exemple en rouge ici, ou en orange, si je vous demandais de me calculer cette probabilité-là, P de x, non pas inférieur à 1, pardon, inférieur ou égal à 2. Voilà, si je vous demandais de calculer P de x inférieur ou égal à 2 dans l'exemple de gauche, c'est la même formule. Vous comptez le nombre de billes dont le résultat est inférieur ou égal à 2, ben ici je prends toutes les billes 1, donc ça fait déjà 3 billes, plus les 5 billes 2, ben ça fait 8 billes au total, sur le nombre de billes, en tout, ça fait 8 dixièmes. Voilà, j'espère que vous me suivez. Hein, si je reprends l'exemple précédent, et si je veux calculer P de x inférieur ou égal à 2, j'utilise toujours la formule, nombre de billes, nombre de cas favorables, sur nombre de cas total. Il y a 8 billes dont le numéro est inférieur ou égal à 2. Donc je mets 8 en gros sur les 10 billes en tout. Alors est-ce que je ne pourrais pas utiliser le même procédé pour, cette fois-ci dans mon exemple de droite, calculer P de x entre 4 et 5? Eh bien pourquoi pas? Je vais d'abord représenter la surface qui correspond à P de x entre 4 et 5. Pour que le point d'impact corresponde à, ou plutôt pour que l'abscisse du point d'impact soit entre 4 et 5, ben, ça veut dire que le point d'impact il va être dans cette zone-là. Je vais mettre à peu près 4 ici, je le fais à peu près 4, je vais mettre 5, et si je dessine cette surface-là, voilà, ici en vert, bon, je fais rapidement, allez, je vais la surligner, cette surface, voilà. Tous les points verts ici que je suis en train de surligner ont comme abscisse une abscisse comprise entre 4 et 5. Ce sont les points gagnants en fait. Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais vous me comprenez. Voilà. Si la flèche arrive sur la surface verte, eh ben son abscisse sera entre 4 et 5. Ce sera donc une flèche gagnante pour cette probabilité-là. Donc si j'utilise la même formule que mon exemple de gauche, ben, je peux le marquer. Je vais donc mettre en haut le nombre de points gagnants. Donc je remets encore favorable, le nombre de points gagnants. Sur le nombre de points d'impact en tout. Si je garde la même logique, je fais le nombre de points dont l'abscisse est entre 4 et 5 sur le nombre de points en tout. Mais vous voyez bien le problème. Il y a combien de points d'impact différents dans l'abscisse entre 4 et 5, sachant qu'un point n'a pas d'épaisseur? Ben, il y en a une infinité. Dans ma surface verte, j'ai une infinité de points. De même, il y a combien de points d'impact en tout, le total ici, c'est-à-dire la surface jaune? Ben, il y en a aussi une infinité. Donc ici, le calcul, c'est limite, je ne vais pas pouvoir utiliser cette formule-là, puisque je vais avoir une infinité sur une infinité. Ce ne sont pas des nombres réels. Je ne vais pas pouvoir appliquer la même formule que lorsque x suit une loi discrète. Mais je vais quand même garder le même état d'esprit. La formule, je ne peux pas l'appliquer parce que je vais avoir une infinité de points divisée par une infinité de points, ce qui n'est pas cohérent avec des nombres réels. Mais je vais quand même garder le même état d'esprit, la même logique en tout cas. Sauf qu'au lieu de compter le nombre de points, puisqu'il y en a une infinité, pourquoi ne pas s'intéresser à l'aire de la surface gagnante? Et dans ce cas-là, ma formule de gauche, je vais la modifier, je vais garder sa logique, mais je vais la modifier en disant que la probabilité que x soit entre 4 et 5, ça va être l'aire de la surface gagnante, c'est-à-dire l'aire de la surface verte, je vais appeler R verte,
tout simplement. C'est la surface qui correspond à x entre 4 et 5, sur l'aire de la surface totale de tous les possibles. Je vais appeler l'aire de la surface jaune. Je retrouve le même état d'esprit que ma formule de gauche. Ce n'est pas la même formule. Encore une fois, puisque je ne peux pas compter les points. Mais je garde la même logique. Donc, pour calculer la probabilité que x soit entre 4 et 5, je vais diviser l'aire de la surface verte par l'aire de la surface jaune. Et donc, il y a plein de remarques qui vont arriver ici. Mes premières remarques, quand x est une variable aléatoire continue, pour calculer les probabilités, je vais devoir faire des calculs d'aire ici. Et allez, j'anticipe tout de suite. Pour calculer des aires, on est en terminale. Quel outil je vais devoir utiliser, ou quel outil je pourrais utiliser? Les intégrales, ça va arriver. Alors, je vais émettre une condition particulière. On va supposer qu'on est suffisamment adroit pour que le point d'impact arrive quand même sur la cible. Donc, on va supposer que l'aire de la surface jaune, elle vaut 1. Voilà, on suppose que quand même je touche la cible, à coup sûr. Donc la probabilité en fait que x soit entre 0 et 1, ici, c'est tous les possibles, on va supposer qu'elle est de 1. Donc avec cette supposition, ça veut dire que la probabilité que x entre 4 et 5, c'est tout simplement l'aire de la surface verte. Voilà, c'est l'aire de la surface verte divisé par 1, je vais le renoter si vous voulez. Allez, j'efface. Si je détaille, c'est l'aire de la surface verte divisé par 1. Si on suppose que l'aire de la surface jaune vaut 1, ça va donner ça. Voilà. Et donc, ça va donner l'aire de la surface verte. Voilà. Bon, j'efface un peu. Donc, si vous me comprenez, je répète, la probabilité que x soit entre 4 et 5 va se calculer en déterminant l'aire de la surface verte. Je ne vais plus compter le nombre d'éléments, de quoi que ce soit, je vais calculer l'aire de la surface verte. Alors, j'efface un peu tout ça, je vais raccourcir, je vais remettre aire de la surface verte juste après. Voilà, je masque les détails. Et pour calculer l'aire de cette surface verte, je l'ai dit il y a quelques secondes, comme ici, la surface elle est plutôt complexe, on va pouvoir utiliser le calcul intégral. Mais pour calculer avec une intégrale, j'ai besoin d'éléments. Alors, je rajoute des choses dans mon énoncé. Si la courbe rouge ici, c'est la courbe qui définit ma cible. Si cette courbe-là, c'est la courbe qui représente une fonction f. Donc, je vais le mettre ici, voilà, ici. Si la courbe rouge, c'est la courbe qui représente une fonction f, si c'est la représentation graphique d'une fonction f, et dans ce cas, je pourrais dire que l'aire de la surface verte, c'est intégrale entre 4 et 5 de f de x dx. Alors attention, il y a quand même des choses à rajouter, je vais un peu vite. Il y a notamment des conditions. Donc je me répète, si la courbe rouge représente une fonction f, je pourrais calculer l'aire de la surface verte en faisant intégrale entre 4 et 5 de f de x dx. Si la surface est bien comprise entre l'axe et les abscisses, la courbe rouge, celle qui représente f, et les droites d'équation, x est égal 4 et x est égal 5. Je prends un autre exemple, je ne vais pas faire le schéma, mais un autre exemple vraiment similaire. Si je vous demande la probabilité que x soit entre 2 et 9, voilà, et ça va être intégrale entre 2 et 9 de f de x dx. Alors ceci dit, ça suppose plusieurs choses. Ça suppose déjà que la fonction f soit positive. Oui, je vous rappelle, une intégrale, ce n'est pas toujours positif. Si la fonction f est négative, alors la courbe, elle se retrouve en dessous.
Et dans ce cas-là, l'intégrale sera négative. Ben, je ne peux pas avoir une R négative. Donc, mon calcul ici affiché à l'écran est juste, à condition que la fonction f soit une fonction positive. Et on va même rajouter d'autres conditions. Je vais y venir. Alors, tout ça pour dire que quand x est une variable continue, eh ben pour calculer des probabilités, je vais devoir calculer des R et utiliser donc le calcul intégral. Mais avant de calculer les intégrales, il faut définir une fonction. Donc, quand j'ai une variable aléatoire continue, je vais avoir besoin déjà de bien définir une fonction. Une fonction qui sera propre à la variable x, qui sera propre à l'expérience aléatoire. Voilà, là j'ai mis une cible. Voilà, ça ressemble à une espèce de parabole, je fais ça un peu au hasard, mais je pourrais évidemment modifier la forme de la cible. Dans ce cas-là, je modifie l'expression de la fonction. Donc, à chaque variable continue, à chaque expérience différente, je vais avoir une autre fonction. Alors cette fonction, j'avance un peu, elle va avoir un nom. On va l'appeler fonction de densité. Donc dès que j'ai une variable aléatoire continue, je vais devoir lui associer une fonction de densité. C'est cette fonction qui me donnera la courbe. Donc c'est important, j'aurai besoin d'une fonction de densité. Et vous comprenez bien que si la fonction de densité change, les calculs de probabilité vont changer puisque ce sont des calculs d'intégrale qu'on va faire. Donc une fonction de densité. Alors, je ne peux pas prendre n'importe quelle fonction non plus. Voilà, fonction de densité, pardon pour l'écriture. Cette fonction, elle doit quand même respecter trois conditions. Et c'est ce qui va d'ailleurs définir une fonction de densité. La première condition, la fonction, elle doit être continue. Bon, pourquoi? Parce que, je viens de l'expliquer, je vais calculer l'intégrale de f de x dx. Donc pour calculer l'intégrale de f de x dx, il faudra que je trouve une primitive. Encore faut-il que les primitives existent. Or, vous savez que si une fonction est continue, elle admet des primitives. Donc, on va la prendre continue, cette fonction. Puis sinon, graphiquement, je vais avoir des surfaces qui sont ouvertes. Ça va être un peu bancal tout ça. Deuxième condition, il faut qu'elle soit positive. Alors tout ça sur un intervalle AB, évidemment, puisque la variable aléatoire x est définie sur un intervalle. Donc, il faut que la fonction soit continue sur AB, positive sur AB. Pourquoi elle doit être positive? Encore une fois, parce que je veux faire des calculs d'air. Donc l'intégrale sera positive si la fonction est positive. Donc positive. Et la troisième chose, il faut que l'air de tous les possibles, l'air de la totalité, soit égal à 1. Puisque j'ai dit que j'atteins la cible à coup sûr. Donc il faut que l'intégrale entre a et b, ici ce sera entre 0 et 1 dans mon exemple, de f de t dt, soit égale à 1. Voilà. En gros, il faut que l'air de vraiment toute la cible soit égal à 1. Si une fonction vérifie ces trois conditions sur un intervalle AB, alors elle est appelée fonction de densité. Et on va pouvoir l'utiliser, elle va être associée à une variable aléatoire x. Alors une fois qu'on a bien trouvé la fonction de densité en rapport avec la variable x qu'on a définie au départ, et bien pour calculer les probabilités, c'est-à-dire pour déterminer la valeur de probabilité, on ne va pas faire le tableau comme je le faisais avec l'exemple de gauche. On a dit que ce n'était pas possible puisqu'il y a une infinité de valeurs. Mais on va utiliser la formule suivante, je vous la mets en rouge dans ce cas, pour calculer toute la probabilité. On utilise la formule suivante. La probabilité que x soit entre alpha et bêta, où alpha et bêta sont deux nombres ordonnés dans l'intervalle AB, et bien, se calculera avec intégrale entre alpha et bêta de f de t dt. Voilà.
Donc, en résumé, quand une variable aléatoire est continue, elle va donc suivre une loi continue. Pour définir cette loi, je dois trouver la fonction de densité qui correspond à cette variable, qui correspond à l'expérience aléatoire. Donc je trouve la fonction de densité. Une fonction de densité, par définition, est une fonction qui vérifie les trois conditions que je viens d'écrire. Une fois que j'ai la fonction de densité, et souvent on nous la donne, pour faire simple, on nous la donne, et bien si je veux calculer toutes les probabilités, je peux utiliser la formule que j'ai marquée en rouge. La probabilité que x soit entre deux nombres alpha et bêta se calculera avec intégrale entre alpha et bêta de f de t dt. Alors, si la fonction de densité change, la loi de probabilité change. Donc, parmi la grande catégorie de lois continues, il y a plusieurs types de lois continues. Il y a plusieurs types de lois continues connues, célèbres, parce que ce sont celles qui sont utilisées souvent dans le monde, dans la réalité. Donc, on va voir en terminale différentes lois continues. Je vous donne quelques exemples. Si la fonction de densité est une fonction constante, alors la loi s'appellera loi uniforme. Voilà, ça fait l'objet d'une catégorie de lois. Si la fonction de densité est constante, alors la loi sera appelée loi uniforme, deux paramètres, vous verrez ça plus tard. Si la fonction de densité a une certaine expression, alors la loi aura un certain nom. Voilà, des lois de continu, il y en a plein de sortes. On va les regrouper en plusieurs grandes catégories. Et puis, vous allez voir cette année les principales lois qui seront utilisées. Je termine par une petite remarque. Voilà, ma vidéo est finie, mais je vais rajouter une petite remarque. Toujours dans mon exemple de droite, je vous demande de me calculer ou de réfléchir. Je l'écris tout en bas. Allez, je change de couleur, je mets du noir. Si je vous demande P de x est égal à 3, puisque je vous ai dit que la loi de probabilité, elle me permet de calculer des probabilités, c'est son but. Alors si je vous demande P de x est égal à 3, il faut comprendre qu'en fait, si j'applique la formule, c'est P de x qui est entre 3 et 3. J'ai le droit d'écrire ça, même si c'est pas très pertinent. Mais c'est bon. Ma formule est toujours bonne, ça fait intégrale entre 3 et 3 de f de t dt. Mais là, j'ai même pas besoin de vous donner l'expression de la fonction. On n'a même pas besoin de trouver de primitive. Vous avez le résultat déjà. Vous savez que quand il y a la même borne, intégrale entre 3 et 3 de f de t dt est égale à 0. Donc, et c'est même une petite propriété, p de x est égal à 3, ici, vaut 0. Et quand j'ai une loi continue, p de x égale à un simple nombre sera égal à 0. Et donc, je terminerai par ça. Ça donne une chose étrange. Donc, p de x est égal à 3 est égal à 0. C'est vrai, le résultat est vraiment bon. Je ne le remets pas en doute. Ce que je remets en doute, c'est ce que je vais dire juste après. Certains d'entre vous pourraient se dire, puisque la probabilité que x soit égal à 3, elle est nulle, ça veut dire que l'événement est impossible. Ça veut dire que ce n'est pas possible que x soit égal à 3. Mais c'est faux. C'est tout à fait possible. Je peux très bien lancer ma flèche et atteindre un point d'impact qui a comme abscisse 3. Il suffit, je le fais en rouge, je vais même le grossir pour bien voir. Voilà, même si un point n'a pas d'épaisseur, je triche un peu, je peux très bien viser cette zone-là, c'est-à-dire que je peux tomber sur le segment que je viens de faire en rouge ici, dont tous les points ont une abscisse de 3. Et donc, première grosse différence, ou plutôt première différence, c'est pas forcément une grosse, mais première différence avec la loi discrète, je peux très bien avoir un événement de probabilité nulle. Ici, l'événement, c'est que l'abscisse du point d'impact soit égale à 3. Je peux très bien avoir un événement de probabilité nulle, mais qui soit quand même réalisable. Cet événement, il n'est pas impossible. Si le point d'impact arrive là, il est réalisé.
Voilà pour cette vidéo et ces explications des deux principales différences entre loi discrète et loi continue. Et surtout, je voulais vous expliquer dans cette vidéo comment on va calculer les probabilités quand x suit une loi continue, la nécessité de bien définir une fonction de densité, on vous la donnera souvent, et de faire finalement les calculs d'intégrale en prenant cette formule-là. C'est vraiment une formule importante. À plus!